on commence peut-être par planter le décor pour définir, puisque dans la salle, on a peut-être des professionnels du capital investissement, mais j'espère qu'on a beaucoup de particuliers. Est-ce que les particuliers qui sont intéressés par la classe d'actifs peuvent lever la main, s'il vous plaît? Ne soyez pas timides. Bon, on en a quelques-uns, donc merci d'être venus. Donc, qu'est-ce que c'est le capital investissement? C'est tout simplement l'investissement dans les sociétés non cotées, en principe en capital. Donc, on va prendre des participations, que ce soit dans des TPE, dans des PME ou des ETI, des entreprises de petite, moyenne ou taille intermédiaire, afin de voilà, prendre de la place dans leur capital et participer à leur développement. Alexis, peut-être quelques chiffres? Ouais, mais je crois que tu as dit l'essentiel, Gorka. Alors, le capital investissement, en fait, c'est une classe d'actifs, puisque c'est sous cet angle-là qu'on va en parler aujourd'hui à vous, les épargnants et ceux qui créent ces produits. Mais au-delà d'être une classe d'actifs, c'est aussi un outil pour les entreprises pour accompagner leur développement. Et c'est un outil qui peut servir à faire beaucoup de choses différentes. On accompagne des startups avec du capital investissement, on accompagne des PME en développement, on accompagne des projets d'infrastructure. Donc, c'est assez varié. On accompagne des jeunes entreprises qui veulent commencer à se créer, à se développer. On accompagne des PME qui peuvent avoir des problématiques d'entreprises plus matures, se transmettre à une nouvelle génération, aller conquérir des parts de marché à l'international. Je crois que c'était le thème de la table ronde précédente pour les sociétés de gestion. Donc c'est extrêmement varié et c'est aussi pour ça qu'on a, Gorka l'a dit en introduction, chez France Invest, on a 450 sociétés de gestion adhérentes aujourd'hui en France et qui représentent vraiment une grande diversité d'activités qui financent des entreprises partout sur le territoire. Je veux vraiment insister là-dessus parce qu'il peut y avoir parfois l'image d'un métier un peu parisien. Alors c'est pas péjoratif d'être parisien, mais en réalité, les entreprises qu'on accompagne, elles sont à l'image de l'économie française partout sur le territoire et nos adhérents ont pour mission d'aller les accompagner où qu'elles se trouvent. Donc on a une activité qui en fait se trouve partout en région où d'ailleurs on se déplace assez régulièrement. Si on dit quelques mots sur l'impact que tout ça a sur l'économie, aujourd'hui, le capital investissement français, c'est le premier marché de l'Union européenne. 10 000 entreprises accompagnées, 8 000 en France, 80% de start-up et de PME, 20% d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, donc qui sont déjà à une phase de maturité un peu plus importante. Beaucoup d'entreprises que vous connaissez toutes et tous, Kiloutou, Doctolib, Blablacar, Picard, Surgelé, enfin voilà, je cite juste quelques noms que vous connaissez tous. Aussi des entreprises que vous connaissez peut-être moins. Je pense à un groupe qui s'appelle Meriguet, qui fait de la restauration, décoration de monuments historiques. Vous connaissez peut-être pas tous, mais ça permet de soutenir des entreprises qui ont un savoir-faire international reconnu, et puis des entreprises industrielles. Le chiffre à retenir, c'est toutes ces entreprises qu'on accompagne, elles emploient aujourd'hui 2,4 millions de salariés, pas que en France, mais voilà, ça donne une idée de l'empreinte économique de ces activités. Et si je rebondis et je donne une dimension européenne, on parle de plus de 10 000 emplois, 10 millions d'emplois, pardon, ce qui est la taille du Portugal ou de la Suède. On parle de 26 000 entreprises non cotées qui sont financées par des fonds de capital investissement et finalement, en termes de création d'emplois, en 2021, de 6,5, ce qui est très supérieur à la moyenne européenne qui est autour de 1,2% en 2021. Donc c'est vraiment considérable, significatif et on va dire que Private Equity est dans vos vies au quotidien, même si vous ne le savez pas. On va passer peut-être au vif du sujet qui est la restitution du baromètre. Alexandra, peut-être le premier constat, ou pardon, la méthodologie utilisée qui est très importante, restons cartésiens. Oui, c'est important effectivement pour nous, les instituts. On a essayé d'être au plus large possible, c'est comme ça qu'on a pensé le dispositif, mais tout en étant pertinent au regard des moyens des Français. Donc on a interrogé plus de 2000 Français, tous détenteurs d'un patrimoine financier de 10 000 € minimum. Ça correspond à 70% des Français. Oui, vous le voyez dans la salle, super, ça fonctionne. On les a interrogés en juin dernier, en ligne directement, via un questionnaire auto-administré, et puis on a constitué un échantillon de Français épargnants qui est représentatif de la population qu'on étudie, donc en termes de sexe, d'âge, de catégorie socio-professionnelle ou de région, on est vraiment représentatif de l'opinion des épargnants aujourd'hui.
Juste un point de vocabulaire, parce qu'on va le dire souvent, il y a une différence effectivement pour ces épargnants entre le montant de leur patrimoine financier et le montant des surfaces disponibles pour l'investissement. Donc ils ont bien tous 10 000 € ou plus de patrimoine financier, mais tout cet argent n'est pas liquide aujourd'hui. Donc pour vous donner une idée, 22% d'entre eux disposent de moins de 5 000 € à investir. Près de la moitié, 44%, ont entre 5 000 et 25 000 € disponibles pour l'investissement. Et puis le tiers restant dispose de plus de 25 000 € pour investir, s'ils le souhaitent, dans des placements financiers aujourd'hui. En analysant l'intégralité du dossier ensemble, on ne va pas tout vous restituer aujourd'hui, mais quelques points clés, quelques chiffres forts. Et d'abord, un grand message, c'est celui d'une génération en particulier, qu'on n'avait pas forcément vu venir au départ, et qui est celle des moins de 40 ans, et qu'on remarque est clairement aujourd'hui une génération en quête d'opportunités, qui a un comportement qui se distingue vraiment de l'ensemble des épargnants. Alors d'abord parce qu'ils sont plus curieux, nettement plus curieux. 72% d'entre eux se disent intéressés par les sujets relatifs à la gestion financière, contre 57% de l'ensemble des épargnants. On pourrait croire assez intuitivement que c'est peut-être parce qu'ils ont plus de moyens, plus de ressources, plus de surface à investir. C'est pas le cas. Vraiment, les résultats montrent qu'ils ont des revenus similaires à l'ensemble des épargnants, qu'ils ont une surface financière plutôt inférieure aux épargnants. Donc c'est pas qu'ils ont intérêt à se renseigner, c'est vraiment qu'ils sont curieux. Et puis qui dit curiosité dit expertise. Ils savent mieux que les autres, ils savent mieux que l'ensemble des épargnants ce que c'est qu'un placement financier en général. Et puis pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, pour le capital investissement, au niveau de la notoriété du produit, de la classe d'actifs, 45% des moins de 40 ans disent aujourd'hui bien connaître le capital investissement, alors qu'ils sont seulement 22% à l'échelle totale, toute génération confondue. Et puis, dernier point, dans la façon dont ils voient pour l'avenir leur portefeuille, ils sont nettement plus dynamiques que l'ensemble des épargnants, avec 56% d'entre eux qui ont l'intention d'investir un produit de placement quel qu'il soit dans les 12 prochains mois, contre seulement un tiers de l'ensemble des épargnants. Alors là aussi, on pourrait aller vite et faire un raccourci en se disant que peut-être que c'est parce qu'ils sont plus jeunes, donc ils ont un portefeuille aujourd'hui qui est moins diversifié, avec moins de support à leur actif. C'est pas le cas non plus. Les résultats ils nous montrent qu'ils ont le même nombre de types de placements aujourd'hui dans leur portefeuille. Donc c'est vraiment une question d'état d'esprit, de rapport singulier au placement de manière générale, et qui fait qu'aujourd'hui, pour eux, le capital investissement, c'est un produit qui est plus attrayant, nettement plus attrayant. Au travers de l'étude complète le montrera, énormément d'indicateurs, mais on en a sélectionné 3 aujourd'hui pour aller à l'essentiel de l'information. L'image d'abord. Les moins de 40 ans, ils ont une image nettement meilleure du capital investissement que l'ensemble des épargnants. 81% contre 69% sur l'ensemble. C'est pas mauvais, hein, 69%, l'image elle est bonne au global, mais elle est encore meilleure auprès des moins de 40 ans. L'expérience aussi, on voit qu'ils sont 2 fois plus nombreux à avoir déjà investi en capital investissement. Et puis on n'a pas le détail de la réalité, mais il y a effectivement ceux qui auraient plus investi, puis il y a ceux qui sauraient qu'ils ont déjà investi en capital investissement, qui peut faire aussi la différence. Et puis, dernier point, pour demain, ils sont nettement plus prêts à franchir le pas. Donc la moitié des moins de 40 ans seraient prêts à investir en capital investissement, contre 30% sur l'ensemble de la population des investisseurs. Merci beaucoup Alexandra. Alors clairement on partage quelques faits marquants de l'étude, mais on publiera demain sur le site Épargner Autrement et j'imagine le site de France Invest et celui de BPI-France, on va dire les résultats plus exhaustifs de ce dernier baromètre. Alors 2 constats majeurs. Le premier, cet élargissement de la cible.
Aujourd'hui, on touche avec cet échantillon un échantillon représentatif de 70% de la population française. Donc on est vraiment dans une optique de démocratisation et d'essayer de comprendre un peu la perception, les freins d'une grande partie de la population française dans cette quête de démocratisation. Et le deuxième constat, qui est c'est une surprise de ce baromètre, c'est l'intérêt de ces moins de 40 ans. Alexis, toi qui en fais sûrement partie, comment vous travaillez, comment vous sentez les moins de 40 ans chez France Invest ou chez vos adhérents, les sociétés de gestion? Est-ce qu'il y a vraiment une révolution qui a commencé auprès des moins de 40 ans? Alors j'y appartiens encore, mais je suis moins jeune chaque année, donc ça ne durera pas. Peut-être d'abord, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je me réjouis vraiment qu'on puisse faire avec BPI cette troisième édition du baromètre, parce que cette mesure, année après année, elle est quand même très encourageante, pour ne pas dire enthousiasmante, pour nous qui portons ces sujets depuis assez longtemps. Et puis donc merci pour l'organisation de cet échange aujourd'hui. Les moins de 40 ans, je dirais que le paradoxe, c'est qu'on ne les adresse pas particulièrement de façon ciblée. Enfin, ce n'est pas une clientèle ou une cible vraiment identifiée de façon générale au niveau du métier. C'est pas du tout le sentiment que j'ai aujourd'hui. Donc l'intuition que j'ai, c'est que c'est plutôt du natif, c'est-à-dire il y a un intérêt qui s'est créé, on a touché quelque chose auprès de cette population. Quand on voit les indicateurs d'image, de dynamisme, c'est quand même vraiment très encourageant. Moi, l'explication que j'y verrais, c'est que cette population-là, c'est la population qui a commencé à travailler au début ou pendant la période de taux bas, voire négatifs, où quand même avec le niveau d'éducation financière insuffisant de la population française, chacun se rendait bien compte que l'investissement dans des produits sûrs, liquides, garantis, tout ce qu'on veut, allait pas produire, pas permettre de faire fructifier à chacun son patrimoine, surtout dans un contexte où il y a beaucoup d'interrogations sur le financement des retraites à long terme. Je dis pas que les moins de 40 ans posent le financement de leur retraite, mais encore qu'ils devraient peut-être. Mais il y a ce contexte qui a dû conduire beaucoup de gens à s'intéresser, regarder, s'informer par eux-mêmes sur ces questions. Et donc, ce faisant, découvrir une classe d'actifs dont ils n'avaient peut-être pas entendu parler initialement et y prendre goût, parce qu'en fait, elle a des caractéristiques qui parlent un peu à chacun, le caractère concret, l'impact que ça a sur le plan économique. Et donc, je pense que ça a dû jouer beaucoup. Alors nous, on peut partager un constat, c'est que depuis le lancement de nos fonds BPI France Entreprises en 2020, on a un rajeunissement de 8 ans moyen de nos souscripteurs digitaux, ce qui est considérable. On est passé à des souscripteurs avec un âge moyen qui ont une quarantaine, 43 ans de tête. Donc il y a vraiment, on va dire, une tendance qui est peut-être expliquée en partie par l'abaissement du ticket minimum. On a divisé par 10 le ticket minimum, ce qui facilite l'accessibilité. Encore une fois, tout ça doit être prouvé, analysé, mais en tout cas, on constate bien cette tendance que ça peut être, on va dire, nos investisseurs de demain, en tout cas des bons ambassadeurs de la classe d'actifs. Constat suivant, Alexandra? Constat suivant, on s'est intéressé effectivement à la manière dont les épargnants pouvaient prendre leurs décisions. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on leur a soumis une liste de critères et on leur a demandé dans quelle mesure est-ce que pour eux c'était des critères qui étaient importants au moment de choisir un produit de placement. Ce qu'on voit, alors c'est peut-être petit pour les gens qui sont dans la salle, mais on a présenté 12 critères et sur les 12, il y en a 9 qui sont jugés importants par plus ou par au moins 9 épargnants sur 10. C'est énorme. Et pour le coup, les taux d'intensité auxquels on est particulièrement attentif, nous, quand on fait des sondages, c'est la part de très important ou de très bonne image ou de très intéressé dans quelque chose. Elle est particulièrement élevée. Avec là, juste pour vous en citer quelques-uns par exemple, le niveau de rendement du produit, la transparence vis-à-vis du produit, la simplicité de gestion ou la disponibilité des liquidités. Tout ça, ce sont des critères qui sont jugés importants par 9 épargnants sur 10 à minima et même très importants pour environ 45% d'entre eux. Mais malgré tout, il y en a un qui sort du lot vraiment, c'est le risque de perte en capital, avec 93% des épargnants qui jugent le critère important au moment de faire leur choix, et dont plus de la moitié d'entre eux, 55%, vont trouver que c'est très important. Donc c'est même 10 points de plus que les quelques critères que j'ai cités précédemment, qui avaient pourtant des niveaux très élevés. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait que le capital investissement ne soit pas un produit pour lequel le capital est garanti au moment de l'investissement, c'est le premier frein à l'adoption de la classe d'actifs pour les particuliers.
Alors Alexis, question perception ou réalité? Non, mais d'abord, on sait que les Français sont assez averses au risque dans leur choix d'allocation d'actifs en général. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, qui se traduit dans une préférence pour des produits sans risque et peut-être moins performants que ce qu'on pourrait trouver avec une gestion un peu plus diversifiée. Voilà, il y a plein d'explications à ça. Beaucoup de gens disent que c'est une vraie différence avec les États-Unis en termes de mentalité, qui s'explique notamment par le fait qu'il y a eu 2 guerres mondiales sur le sol européen et qu'il n'y en a eu aucune sur le sol américain, et que du coup, l'Américain est fondamentalement optimiste et investi en actions, et l'Européen est fondamentalement pessimiste et investi en produits de dette, parce qu'il y a cette garantie et cette... Voilà. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais on sait qu'il y a ça. Si on regarde en fait la classe d'actifs, alors on ne va pas raconter que ce sont des produits sans risque, c'est pas vrai. Il y a un risque de perte en capital, il existe. Les sous-jacents, que ce soit des startups ou des PME, ils exercent dans un environnement qui est compétitif. Notre métier, c'est aussi de prendre des risques en les finançant. Maintenant, il faut avoir en tête quand même que le financement intermédiaire, comme on le fait au travers de fonds d'investissement, il est relativement diversifié. Donc c'est quand même un facteur de limitation du risque de perte en capital. C'est moins vrai sur des investissements en direct au cas par cas. Et puis en réalité, quand on regarde les statistiques, nous on produit beaucoup de statistiques sur les chiffres de performance des véhicules. Performance passée n'entraîne pas performance future, on le sait tous. Mais en réalité, l'essentiel des fonds s'en tire sur des investissements avec des multiples qui sont supérieurs, enfin vraiment une très 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 forte majorité. Donc le risque de perte en capital, variable selon les segments d'investissement d'ailleurs, c'est plus fort sur des startups que sur des entreprises matures. Il faut quand même le relativiser sur cette classe d'actifs. Alors, je vais rebondir par rapport à l'excellente étude que vous avez publiée en mai 2024, le non-coté accessible pour les épargnants, où l'échantillon, c'était 89 solutions dédiées aux particuliers. Donc on parle vraiment de fonds qui sont structurés pour les investisseurs non professionnels. Et là, sur une durée moyenne de vie, alors on est sur une durée qui est courte, 3 ans et demi, donc il va falloir attendre aussi pour voir qu'est-ce que ça donne dans une durée plus longue. Mais on est à 6,2% de taux de rendement annuel moyen. Donc voilà, ça c'est des chiffres statistiques de ce qui existe aujourd'hui sur le marché français, qui est, on va dire, un peu plus élevé, si j'ose dire, que le 440 tradable, qui doit être 6% à peu près en moyenne annualisée depuis 15 ans. Donc voilà, c'est vrai que statistiquement, peut-être la perception du risque, il y a de la pédagogie peut-être à mener sur la perception du risque. Et notamment, on voit beaucoup le risque de perte en capital, mais on ne parle pas d'autres risques qui sont plus inhérents à la classe d'actifs. On ne parle pas du risque de liquidité. C'est peut-être à nous, professionnels aussi, de mettre l'accent sur ça, de dire vous êtes sur une classe d'actifs qui a un capital patient, sur lequel, si vous rentrez, ce n'est pas de l'épargne de précaution. Il faut, souvent, vous êtes sur des fonds, des structures qui sont bloquées 7, 10, voire plus longtemps. Et c'est vrai, c'est étonnant que, effectivement, ce risque de liquidité ne ressorte pas plus fort. Je ne sais pas si tu as des réactions par rapport à ça. Non, mais je suis d'accord, ça ressortait finalement peut-être moins, alors que c'est, entre guillemets, l'inconvénient principal de cette classe d'actifs. Alors c'est l'inconvénient, mais c'est aussi ce qui permet de se donner du temps pour créer de la valeur. Enfin, on sait bien que dans une entreprise, voilà, c'est pas, on ne grandit pas comme ça en claquant des doigts. On n'est pas sur des investissements spéculatifs, c'est vraiment des investissements longs. Mais pour un épargnant, ça peut être peut-être ce qui est le plus problématique. Pour ça que sur des produits de retraite, d'ailleurs, c'est un inconvénient qui est assez gommé et qui fait que cette classe d'actifs s'y prête très très bien. Et puis par ailleurs, il y a un lien avec le sujet du risque en capital, parce qu'on le voit bien sur d'autres types d'actifs. Quand on investit à très long terme, en fait, les fluctuations de court terme qui peuvent générer du risque en capital, elles s'annulent ou elles se limitent quand on est dans une perspective de très long terme. Donc c'est ce qui est le cas sur ce produit. Puis on ne dit pas non plus que la disponibilité des liquidités, elle est pas observé aujourd'hui. On a bien, là, si on reprend les chiffres, 90% des épargnants qui considèrent que la disponibilité des liquidités, c'est un sujet important pour eux. Après, on le voit, en fait, l'ensemble des critères qui sont présentés comme ça montre finalement que le placement, souscrire un produit de placement, c'est pas un acte anodin, qu'on va regarder tout un tas de caractéristiques de l'offre, et puis finalement, on va faire son propre mercato, et puis on ne pourra pas avoir le meilleur rendement avec aucun risque, et puis sur une durée très courte. On le voit par ailleurs, on l'avait demandé à nos épargnants, on ne le présente pas ici, mais qu'effectivement, ils préféreraient que le capital investissement, ce soit plutôt sur des durées de 4-5 ans, mais après, voilà, c'est toutes des questions d'arbitrage pour finalement arriver à un produit qu'ils considèrent comme valant le coût de l'investissement.
Et en tout cas, pour mitiger le risque de perte en capital, on a une boîte à outils qui s'appelle la diversification, où on peut effectivement activer plusieurs leviers sans faire disparaître ce risque qui est inhérent encore une fois à la classe d'actifs, mais le mitiger à travers différentes stratégies, phases d'intervention. On pourrait parler du secondaire, plus court, dérisqué, liquide. Donc voilà, il y a aussi nous, professionnels, à apporter ces nuances d'une classe d'actifs qui est très large. Peut-être si on complète la picture du risque-rendement. Ouais. Justement, effectivement, il y a toute une éducation, vous t'en parlez tout à l'heure, l'éducation financière, c'est un sujet effectivement à développer en France. On a voulu savoir comment les épargnants aujourd'hui jugeaient les couples rendement-risque des classes d'actifs qu'ils connaissaient. On ne leur a pas posé la question s'ils n'étaient pas familiers vis-à-vis du support. Donc on a utilisé une technique assez simple en soi. On a demandé aux épargnants d'évaluer avec une note de 1 à 10 ce qu'ils pensaient du rendement de la classe d'actifs et ce qu'ils pensaient par ailleurs, via une autre note de 1 à 10, du niveau de risque. Donc ça n'a pas forcément vocation à refléter la réalité des supports d'investissement, mais vraiment la perception des épargnants aujourd'hui en France. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils catégorisent, pour ceux qui arrivent à voir le schéma, ils vont catégoriser 3 groupes. Le premier, en vert, c'est un peu le Graal de la perception. C'est lorsque le support il est considéré comme plus rentable qu'il n'est jugé risqué. Aujourd'hui, parmi les supports qu'on a testés, il y a seulement l'or et les métaux précieux qui ont réussi à atteindre ce Graal-là. De l'autre côté du graphique, parmi les supports les plus risqués aujourd'hui aux yeux des épargnants, il y en a 2 qui ont fait un peu le couple inverse avec un rapport, un couple rendement-risque déficitaire. Les actions cotées en bourse et les crypto-monnaies qui sont considérées comme plus risquées, qu'ils ne sont rentables. Et puis au milieu, un dernier groupe où là on situe la majorité des supports d'investissement qu'on a testés. Qui sont les supports équilibrés, les classes d'actifs jugées aussi risquées qu'elles ne sont jugées rentables. C'est là qu'on voit le capital investissement. Plutôt bonne nouvelle que mauvaise nouvelle, mais ça ne veut pas forcément dire que son couple rendement-risque il est nécessairement bien évalué pour autant. Donc on voit que c'est jugé parmi les supports moyennement risqués, donc plutôt nettement moins risqué que les actions cotées en bourse, 1 point de moins, et un peu moins rentable néanmoins que les actions cotées en bourse, avec un niveau de rendement et de risque qui serait à peu près similaire aux ETF, trackers ou fonds indiciels aujourd'hui. Alors, je pense que le rouge, il y a une composante conjoncturelle qui est très importante en fonction du cycle dans lequel on se trouve, des cours des principaux indices boursiers, des cryptos qui sont très volatiles. En revanche, Alexis, de se comparer aux ETF, trackers et fonds indiciels, alors que les professionnels de private equity, c'est l'opposé, c'est la gestion active militante dans les sociétés du portefeuille. C'est quoi ta réaction par rapport à cette photo ? D'abord, il n'y a pas d'opposition. Il faut probablement un peu de tout dans les portefeuilles. Il n'y a pas beaucoup de capital investissement aujourd'hui. Donc le fait que la classe d'actifs soit perçue, encore une fois, tout ça, c'est des perceptions. Ce ne sont pas des recommandations d'investissement, par ailleurs, je précise à toute fin utile. Le fait que ce soit une classe d'actifs qui soit perçue de façon équilibrée, c'est plutôt un message qui est positif. Après, la réalité, c'est de toute façon que il y a des variations selon les segments, selon la façon dont on investit, selon l'horizon de placement aussi. Mais moi, je trouve que le message est plutôt positif en réalité. Alors après que les ETF soient un tout petit peu au-dessus en termes de risque, un tout petit peu au-dessus en termes de rendement, comme tu dis, il doit y avoir des effets conjoncturels. J'aurais pas positionné l'or là personnellement, mais ça c'est un sujet très, très individuel. Bon, rappelons que pour la composition, on va dire, d'un portefeuille équilibré, effectivement, il faut de tout. Mais aujourd'hui, les Français sont exposés, on avait fait le calcul, à 0,01% à du capital investissement. Donc, moi, en tout cas, de notre côté, BP, on n'a pas refait la mesure. Je ne sais pas si France Invest, vous avez recalculé par rapport à il y a 2 ans, mais je pense qu'on a encore de la marge de manœuvre. En fait, c'est un chiffre un peu trompeur parce que c'est 0 pour beaucoup de gens et c'est un petit peu plus, mais plutôt quelques pourcents pour une minorité, plutôt sur des profils assez sophistiqués, grands investisseurs. L'enjeu, c'est de démocratiser justement, donc que le 0 devienne un petit peu pour quelques-uns. Alors quand on parle de démocratisation et un peu les caractéristiques attendues sur les produits, qu'est-ce qu'ils nous disent les sondés, Alexandra ? Sur les caractéristiques attendues des produits ? Oui. On l'a dit effectivement tout à l'heure sur l'ensemble des éléments qu'on avait évoqués.
sur la disponibilité, les taux de rendement. Ils se renseignent auprès d'un certain nombre d'éléments. Mais effectivement, je pense que ce qu'il faut retenir à ce moment-là, c'est de se dire que le capital investissement auprès des épargnants, il n'est pas particulièrement connu aujourd'hui. On l'a vu, 22%. Que la perception du couple rendement-risque, elle ne correspond pas forcément à la réalité de ce qu'on veut défendre, en tout cas. Et qu'aujourd'hui, il y a une belle opportunité. La grosse vraie bonne nouvelle du baromètre, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les épargnants, le capital investissement, plus ils le connaissent et plus ils y adhèrent. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous le montrent, et un qui est particulièrement frappant, c'est celui-là. 30%, on l'a vu, des épargnants au global seraient prêts à investir en capital investissement. Si on se focalise uniquement sur ceux qui connaissent bien le capital investissement, on double le taux pour atteindre 64% d'intention. Et si on zoome autrement en regardant cette fois ceux qui ont déjà fait l'expérience de l'investissement dans cette classe d'actifs, on gagne encore 13 points pour monter à 77% d'intention de renouveler en fait cette expérience qui montre qu'elle a été particulièrement réussie. Donc effectivement, il y a un travail à faire pour faire connaître, connaître mieux, connaître dans l'absolu même le mot capital investissement, pour retravailler les perceptions, casser les idées reçues, parce qu'à partir du moment où c'est fait, ils sont particulièrement motivés pour l'exercice. Mais ça, c'est quelque chose que vous faites déjà au travers de la plateforme. Oui, effectivement. Alors, pour reprendre une formule qui n'est pas la mienne de Stéphane Lefebvre qui est dans la salle, le tester, c'est l'adopter. Donc ça, c'est vraiment le slogan, tester, c'est l'adopter. Effectivement, oui, alors on fait plusieurs initiatives, donc une autre avec France Invest, on s'entend plutôt bien. Épargner autrement, donc un site à destination des particuliers gratuit en marque blanche, France Invest, BPI France, uniquement pour vous donner les clés de décryptage de la classe d'actifs, donc des témoignages d'entrepreneurs qui expliquent comment les fonds de capital investissement ont pu les aider, non seulement en termes de financement, mais également en termes de bonnes pratiques, d'accélération de leur business. Puis un petit quiz, et puis toute une boîte à outils de lexique. Mais effectivement, ça c'est la première partie d'information. Et on atteint vite la limite, puisqu'une fois qu'on connaît, il faut après comprendre, il faut passer à l'étape d'après, peut-être de se former. Anne vous en dira un peu plus à la fin du panel. Peut-être Alexis, pour toi, est-ce que c'est possible du coup d'accéder à toutes ces demandes des particuliers, on va dire ticket bas, durée d'investissement courte, et peut-être j'anticipe un slide que tu voulais présenter. Allez. Effectivement, ce que tu disais, il faut sur le travail de pédagogie, ça aide à l'adoption du capital investissement, mais c'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui il y a une grande demande de la part des Français épargnants qui est d'abaisser le ticket d'entrée. On leur a demandé ce qui constituerait pour eux une offre de capital investissement qui soit à la fois intéressante et crédible. Et ils posent pour la moitié d'entre eux le ticket d'entrée à moins de 1 000 €. Donc on est très loin des tickets d'entrée des seuils institutionnels, enfin des fonds institutionnels bien sûr. Mais ça va être un vrai sujet pour un certain nombre d'entre eux. Parce qu'ils ont envie de le tester pour pouvoir l'adopter d'une part, mais aussi parce que les personnes qui sont les plus motivées aujourd'hui par le capital investissement, c'est pas celles qui ont le plus de surface financière disponible. Au contraire, ce sont plutôt les tranches intermédiaires, ceux qui disposent, les fameux 44% qu'on a cités au début, qui disposent d'entre 5 000 et 25 000 € de liquidités disponibles. C'est eux qui, à 35%, auraient envie d'aller vers le capital investissement demain. Donc, alors ça c'est plutôt une découverte, de dire ce n'est pas les plus fortunés de l'échantillon qui ont l'envie la plus forte d'investir. Est-ce que, d'après toi, Alexis, c'est possible de concilier tout ça, la taille petite du ticket, les durées courtes, ainsi de suite, un peu le mouton à
aux 5 pattes. Il faut trouver un équilibre sans faire de miracle, parce qu'on ne sait pas faire de miracle dans ce métier. Peut-être que cette catégorie intermédiaire, d'ailleurs, est corrélée avec une population de moins de 40 ans assez importante. Ce serait pas illogique. Enfin, en tout cas, c'est mon intuition comme ça. Baisser les tickets d'entrée, on sait faire. D'ailleurs, c'est en train de se produire globalement sur le marché. Alors après, avec la stratégie propre à chaque acteur, mais ça, quelque part, ça regarde chaque société de gestion. Mais globalement, les tickets ont énormément baissé en quelques années. BPI est aussi pour quelque chose sur son périmètre. Ça, c'est un mouvement qui est engagé. Bon, est-ce qu'on aura des tickets d'entrée très fréquemment, très bas, voire pas de tickets d'entrée du tout dans des véhicules? Je ne suis pas sûr, parce que voilà, ça reste quand même une classe d'actifs qui est plus difficile à expliquer, à distribuer que d'autres, et donc il restera sans doute un niveau minimum, mais qui peut être encore un petit peu plus bas que celui d'aujourd'hui. En tout cas, c'est l'intuition. Après, faire disparaître le ticket d'entrée, avoir un horizon de placement très court, le même niveau de performance, ça en fait on ne sait pas faire. Moi je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que c'est une classe d'actifs dans laquelle la valeur elle se crée dans la durée. Alors il y a des astuces qui permettent aujourd'hui d'accélérer un petit peu les choses. On trouve de plus en plus de secondaires dans les portefeuilles de certains véhicules offerts aux particuliers. Donc le secondaire, c'est on met des actifs qui sont déjà un petit peu plus matures, un petit peu plus loin dans leur trajectoire de croissance, et donc qui arrivent avec un couple rendement-risque un peu différent et plus de maturité. Il y a des dispositifs de fonds dits evergreen, donc qui sont potentiellement un petit peu plus courts en termes d'investissement, dans lesquels il y a une partie de la valeur qui est déjà un peu intégrée dans le portefeuille. Donc il y a des solutions qui existent, mais ça ne deviendra pas une classe d'actifs très très courte, à visée spéculative. Enfin, c'est pas la philosophie de ce qu'on fait. Non, c'est pas, comme on disait, de l'épargne de précaution. Pour compléter, peut-être, c'est une classe d'actifs qui est éligible dans plusieurs enveloppes. Ça rentre dans la technicité, bien sûr dans l'assurance, qui est une grande manne d'épargne en France. Dans les PERCO, dans les plans épargne retraite collective, et c'est deux enveloppes qui font beaucoup de sens compte tenu de leur horizon. L'assurance vie en moyenne c'est 12 ans en France, le PERCO c'est beaucoup plus long puisque c'est pour préparer la retraite. Donc on est dans on va dire dans l'investissement patient. Mais en tout cas on a des enveloppes qui marchent bien. Et nous, comme on disait, effectivement on a divisé le ticket par 10. Mais on sent aussi qu'on atteint une limite liée également à la complexité opérationnelle du private equity, d'avoir des milliers de souscripteurs dans le registre, on va dire, du fonds. Ça commence à devenir compliqué. C'est tout un écosystème, y compris avec des dépositaires qui doivent aussi, on va dire, accompagner dans cette révolution pour s'équiper, pour être capable de traiter du volume. Il n'y en a pas beaucoup qui sont à l'aise avec ces setups très retail. Donc effectivement, je pense, comme tu disais, le marché a pas mal évolué. Aujourd'hui, on trouve 89 fonds dans votre étude, et je pense que c'est assez exhaustif. Ça va être un peu plus à destination des particuliers. Mais peut-être il y a une première étape, une première phase qu'on a franchie. C'est peut-être une bonne transition pour présenter la première surprise de l'après-midi, Caroline, qui est directrice des affaires juridiques chez France Invest. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Alors 2004, Caroline, 2024, une année de tournant pour le capital investissement auprès des particuliers. C'est quoi les grands changements de cette année? Alors ça a commencé déjà pas mal l'année dernière avec la loi Industrie Verte. Pardon? Oui, bien sûr, vous pouvez passer la slide. Donc effectivement, on a eu cette loi en fin d'année dernière qui a notamment permis Pardon. Vous m'entendez bien là? C'est bon. Donc, qui a permis de créer des profils de gestion dans l'assurance vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire créer des profils de gestion dans l'assurance vie? Ça veut dire que vous pouvez vous en remettre à votre assureur qui va vous proposer des profils et ne pas vous obliger à prendre ces profils. Je tiens à le préciser parce qu'il y a eu pas mal de choses dites dans la presse qui étaient plus ou moins vraies. Le principe de ces profils de gestion, c'est qu'ils vont être mis sur étagère chez les assureurs et que c'est à vous, assurés, de décider si vous voulez aller sur un profil qui contient une petite poche de PE. Et je dis une petite poche parce que comme vous le voyez vous le voyez peut-être pas, mais un profil prudent, c'est 0% de capital investissement.
Un profil équilibré, ce sera 4%. Et un profil dynamique, c'est 8%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment, vous pouvez demander à récupérer la gestion, c'est-à-dire décider de basculer en gestion libre ou changer de profil. Donc vous pouvez piloter votre gestion avec votre assureur en changeant de profil en fonction de votre horizon de sortie de votre assurance vie. Donc il n'y a pas d'obligation de continuer à mettre du capital investissement. Sur l'assurance vie, ce que je voulais également préciser, que ces minimums s'appliqueront sur les nouveaux contrats à compter du 24 octobre de cette année. Donc vous pourrez certainement, en tant qu'assuré, demander l'application de la gestion pilotée à votre assureur, mais l'assureur n'a pas l'obligation de vous la présenter. Le seul qui a une obligation, c'est l'assureur. Il a l'obligation de présenter à tout nouvel assuré pour tout nouveau contrat d'assurance vie à compter du 24 octobre ces 3 profils de gestion. Ces 3 profils de gestion comprennent, je ne l'ai pas mis là, mais comprennent également une poche dite liquide et non risquée, qui vient contrebalancer évidemment la poche plus dynamique ou plus capital risque de ce portefeuille. Sur chaque versement que vous ferez sur votre contrat d'assurance vie, si vous vous êtes mis en gestion pilotée, l'assureur placera, par exemple en profil équilibré, 4% des 100 euros que vous aurez versés. Il versera 4 euros sur des unités de compte de capital investissement. Ces unités de compte, elles sont en cours de création depuis quelques années. C'est essentiellement des fonds Evergreen qui sont derrière ces unités de compte. Donc, fonds Evergreen, c'est des fonds qui ont des stratégies d'investissement adaptées au retail, avec souvent des fonds multistratégies qui permettent de prendre en compte le fait qu'on a une libération intégrale des engagements dès l'origine, et donc des stratégies de secondaire, de dette privée, d'infrastructure qui permettent de générer de la liquidité en permanence et donc d'offrir la sortie. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que quand vous investissez à travers votre contrat d'assurance vie dans un fonds de PE, vous n'avez pas autant que quand vous investissez en direct ce sujet de la liquidité, puisque c'est l'assureur qui vous assure la liquidité. Et c'est lui qui fait son affaire de se faire racheter les parts de fonds par la société de gestion. Voilà pour l'assurance vie. On a un principe équivalent pour le PER. Donc le PER, c'est vous placez l'argent et vous le récupérez normalement au moment de votre départ à la retraite. La durée moyenne de mémoire, c'est 23 ans, la durée moyenne des PER aujourd'hui. Il y a différents types de PER. On parle des PER individuels pour les PER choisis, voulus par l'épargnant. Les PER d'entreprise qui sont mis en place par vos entreprises et qui proposent déjà du private equity pour certains de façon assez massive, parce que c'est une classe d'actifs qui est complètement adaptée à ce type de support. Et sur la gamme gestion profilée, donc les profils de gestion, là encore, l'épargnant est libre de choisir un des profils de gestion. Dans le PER, la différence, simplement, c'est que si vous ne choisissez pas une unité de compte, un support, des fonds pour placer votre argent, l'assureur le place par défaut, généralement sur le profil de gestion équilibré. Et donc là, vous aurez un peu de capital investissement, 8% jusqu'à 20 ans avant la retraite, 6% jusqu'à 15 ans préalablement à votre retraite, 5% jusqu'à 10 ans, et entre 10 et 5 ans, on passe à 3%, et 0, évidemment, à 5 ans de la retraite. Donc, en fait, le portefeuille, le gestionnaire de votre PER va le désinvestir progressivement des supports de private equity, simplement pour vous assurer une liquidité totale le jour de votre retraite. Voilà pour la loi industrie verte. J'ai oublié de préciser que pour les PER collectifs, comme il y a un peu plus de mécanique à mettre en place pour les gestionnaires de ces PER-là, ils ont un délai supplémentaire. Ce ne sera pas pour le 24 octobre 2024,
mais pour le 30 juin 2026, le démarrage de la mesure. Mais voilà, ça c'est les mesures, et on espère vraiment que ça va permettre aux gens de se rendre compte de l'efficacité de la classe d'actifs et de la nécessité de diversifier son épargne. Sur les autres mesures, notamment en 2024, depuis le 10 janvier 2024 est entré en vigueur un règlement européen qui s'appelle LTIF, European Long Term Investment Funds. Donc c'est notre classe d'actifs essentiellement, plus la classe d'actifs des fonds immobiliers. Et en fait, c'est une mise à jour d'un règlement qui existait mais qui n'a eu aucun succès parce que les règles européennes étaient trop contraignantes. Et à quoi sert ce label LTIF pour des fonds de capital investissement? Ça permet à un fonds français d'être commercialisé de manière pan-européenne, donc ça va permettre de faire des fonds beaucoup plus gros, beaucoup plus diversifiés, avec une diversification géographique pan-européenne notamment, et une diversification dans les stratégies d'investissement. Ces fonds, les nouveautés de la nouvelle version de LTIF, c'est qu'aujourd'hui on distingue un label LTIF pour les particuliers et un pour les professionnels. Et le label pour les particuliers permet une commercialisation à 0 €. Avant, c'était 10 000 € le ticket. On parlait tout à l'heure du ticket minimum qui était un frein parce que, effectivement, par rapport au patrimoine des Français, ça y est, on arrive à des tickets à 0. Il restera les difficultés techniques de cet abaissement. L'assurance vie, c'est une solution en fait, de passer par d'autres enveloppes pour distribuer plus largement. Et les fonds LTIF sont éligibles évidemment à l'assurance vie. Sur les deux autres mesures qui sont nouvelles dans le nouveau règlement LTIF, vous avez la possibilité d'être ouvert au rachat. Donc, le règlement LTIF prévoit une gestion de la liquidité qui se fait de manière continue, à savoir que vous avez un système de portes, de fenêtres de rachat qui est calibré à l'origine du fonds et qui s'applique à chaque date de centralisation. Donc si par exemple le fonds a des VL bimensuels, par exemple, tous les 15 jours, on aura défini que les demandes de rachat seront satisfaites à hauteur de 5% de la taille du fonds, par exemple. Et dans ce cadre-là, vous aurez la possibilité de sortir. Ça reste une possibilité qu'il ne faut pas voir comme... ça ne veut pas dire que le fonds est liquide. Les actifs sous le fonds sont par nature illiquides. Donc, quand on utilise ces fenêtres de sortie, il faut quand même avoir à l'esprit que ça doit être pour justement des incidents, des accidents de la vie ou de manière exceptionnelle. Ces fenêtres de liquidité, elles sont là pour assurer une certaine liquidité, mais elles ne rendent pas le fonds liquide. Donc il ne faut pas espérer faire du rendement, rentrer à un moment et puis sortir un an plus tard. Je pense que ce que tu dis là, au-delà des accidents de la vie, c'est très important parce que la classe d'actifs est capable de générer de la valeur à travers des périodes moyennes et longues, périodes de tension des sociétés portefeuilles pour le capital développement, c'est 5-7 ans. C'est quand même, ça reste juste ces deux textes, on va dire, qui sont très techniques, sur lesquels France Invest a énormément œuvré. Donc merci beaucoup, on les attendait depuis longtemps. Ça reste une révolution. Ça reste une révolution, même si, d'un côté, c'est pas que le capital développement, capital investissement, c'est de la dette, c'est de l'infra, donc premièrement. 2, ça s'applique plutôt au flux et pas au stock. Et 3, c'est pas obligatoire. Donc les assureurs aussi, il y a une complexité de mise en œuvre chez les assureurs de pouvoir mettre en œuvre ou de proposer 2 grilles d'allocation côté d'un côté. On verra si dans l'avenir ça va converger, on espère que voilà. Mais en tout cas, rentre en vigueur 24 octobre pour l'an. Pour LTIF 2, la commission a jusqu'au 23 octobre, si je me souviens bien, pour se positionner et pour pas rallonger
une période supplémentaire, je ne sais pas comment vous appelez ça dans l'argot européen. Les lignes directrices qui expliquent comment vont fonctionner les fenêtres de liquidité. Et l'AMF nous a dit qu'elle transposera que le texte européen. Donc on connaît déjà les règles qui sont applicables pour cette TIF 2, y compris les evergreen, les fonds liquides. Donc merci beaucoup, c'est vraiment une révolution. On espère qu'elle portera ses fruits dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, une opportunité qu'on doit pouvoir saisir. Peut-être avant de finir, dernière surprise, on parlait beaucoup d'éducation, d'information. Je vous présente Anne Guignard, qui est directrice générale de Place des investisseurs. Alors Anne, qu'est-ce que c'est Place des investisseurs ? Merci Gorka. Place des investisseurs, c'est un réseau qui regroupe plus de 100 000 investisseurs particuliers. Donc là, on va revenir sur des choses un peu plus basiques et terre à terre, et en mettant vraiment l'investisseur individuel au centre des préoccupations. On a entendu beaucoup de choses très positives, notamment avec l'enquête. On sait que la France est un pays de petits épargnants, et peut-être qu'on est en train de voir une évolution, que ces épargnants, ils sont en train de devenir des investisseurs. Ça l'illustre bien avec votre enquête, mais aussi avec le succès, par exemple, de la privatisation de la Française des Jeux, ou du succès des cryptoactifs, par exemple, dans la population des jeunes. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a aussi ces milliards d'euros qui restent sur les livrets réglementés, alors qu'on a un besoin criant de financement de nos entreprises. Alors pourquoi on est face à ce paradoxe que à la fois le monde de l'investissement, et quand j'écoutais aujourd'hui, je me suis dit que peut-être effectivement pour un investisseur particulier, ça reste encore très complexe, alors qu'on le voit avec toutes les solutions, notamment digitales, qui sont à disposition, que l'information est immédiate. Et pourtant, là, il y a une perception, et qui est peut-être aussi une réalité pour l'investisseur particulier, c'est que c'est difficile de s'y retrouver dans les différentes offres. C'est difficile aussi de se faire une idée de quelles offres sont les offres de confiance. Et on sait comment, en termes d'investissement, le mot confiance est vraiment un élément clé. Aujourd'hui, 40% à peu près des Français placent leur argent en assurance vie, et simplement aux alentours de 14% en bourse ou en produits collectifs. Donc on voit bien qu'on a une large possibilité d'attirer un nombre de Français qui pourraient faire fructifier leurs économies de façon beaucoup plus rentable. Et pourquoi ils ne le font pas ? On n'a pas du tout le sentiment qu'ils ne le font pas par un manque d'appétit, mais vraiment parce qu'il y a une difficulté d'accès à l'information. Et en même temps, aujourd'hui, on le voit bien, et puis je pense qu'on le sent bien à un événement comme Big, investir, c'est plus une option pour les jeunes générations. Il va falloir préparer leur retraite, tu le disais Alexis. Moi, je pense que oui, maintenant, ils en sont bien convaincus, par rapport en tout cas à ma génération, mais aussi pour sécuriser l'avenir et financer des projets. Donc aujourd'hui, comprendre le fonctionnement des marchés financiers, et là, je le dis bien au global, que ça soit du non-coté, du coté, de l'immobilier, des cryptos, on le prend au sens large, du crowdfunding, c'est vraiment crucial pour pouvoir financer les transformations de notre économie. Alors effectivement, on va parler d'une initiative qui est soutenue par BPI France. C'est de faire que ce qui vous paraît complexe aujourd'hui va devenir simple, et surtout ce qui paraît être un savoir réservé à une élite soit partagé avec tous. Alors, avec BPI France, mais aussi avec Orange, avec Engie, avec Trade Republic, vous voyez, c'est important parce que là, ça illustre bien qu'on a tout l'écosystème des sociétés cotées, du non-coté, des néobanques.
eh bien, on va lancer une plateforme gratuite en complément tout à fait par exemple, du site et en prolongation du site Épargner autrement, développé entre BPI et France Invest, pour tous et accessible à tous. Alors, pourquoi on fait cette plateforme ? Parce qu'on pense que quel que soit son milieu, quel que soit son parcours d'éducation, aujourd'hui, c'est vraiment un principe d'égalité que tout le monde puisse avoir accès à cette information pour prendre le pouvoir sur ses investissements. Et là, je dois bien le dire, ne pas laisser simplement ce pouvoir entre les mains de son conseiller financier. Je leur disais, tout à l'heure, je le disais, 14% des Français investissent de façon active. L'AMF nous a appris qu'entre 2019 et 2023, plus d'1,5 million de nouveaux investisseurs ont fait leur premier pas en bourse, plutôt des jeunes et plutôt sur des produits effectivement risqués. On voit, et alors aujourd'hui c'en est un exemple, moi qui ai passé la journée à Big, que les secteurs innovants comme l'IA, les biotech, les énergies renouvelables explosent. Donc il faut vraiment pouvoir donner les clés aux investisseurs particuliers de comment prendre part à ces secteurs dynamiques. Alors on a une ambition qui est forte, puisque avec cette plateforme et nos partenaires qui vont soutenir cette plateforme, on a l'objectif d'éduquer 25% de la population active en 5 ans. Ça veut dire accompagner justement ces nouveaux actionnaires, plus d'1 million, à devenir de vrais investisseurs. Alors ça peut paraître ambitieux, mais on pense que justement en mobilisant l'écosystème et les grands acteurs, en faisant pas ça chacun de notre côté, d'avoir un espèce de principe de guichet unique, eh bien c'est possible. Alors ça m'intéressait de parler aujourd'hui à Big, parce que Big, c'est le lieu pour les créateurs d'entreprises, c'est le lieu pour un lieu d'innovation. Mais c'est aussi les gens qui se mettent en action. Alors justement, eh bien, on peut se mettre en action sur la partie éducation financière si on le fait tous ensemble. Donc, eh bien, vous pouvez rejoindre l'initiative, vous pouvez aussi vous former, vous pouvez aussi inviter vos parties prenantes, que peuvent être vos investisseurs, vos clients, vos fournisseurs, à se former à l'investissement en France. Je pense que ça sera vraiment un bénéfice pour tous. Donc voilà, donc je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, on a ce momentum et on a cette capacité à agir. Donc clairement, si vous êtes curieux, vous êtes un particulier, vous voulez vous informer, vous venez sur Épargner autrement, vous glanez un peu d'informations, et plus tard, bientôt, sur Premier trimestre 2025. Place des investisseurs, on est en train de concevoir un module dédié sur le capital d'investissement. Si vous êtes un professionnel de la place, vous êtes une société de gestion, s'il vous plaît, rejoignez-nous, puisque plus on est fou, plus on s'amuse. Et puis, c'est une initiative de place à travers laquelle on veut toucher des millions de personnes. Et c'est ça, la vraie démocratisation. Et puis, je fais référence quand même à une étude réalisée par l'OCDE en novembre 2023 pour l'AMF sur les nouveaux investisseurs particuliers français, extrêmement intéressante, qui dit que même ceux qui pensent qu'ils savent ne savent pas. Ils ont posé une dizaine de questions sur les fondamentaux de la finance, et il y a un écart important entre leurs réponses et les bonnes réponses. Donc ça démontre vraiment un besoin criant de formation. Donc voilà, donc on vous donne rendez-vous au prochain Big pour montrer tout ça. Ne partez pas, on va vous passer un motion sur la synthèse de l'étude, et puis après on prendra vos questions. Merci à tous.
Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Alexis, Caroline, Anne, Alexandra ou moi-même? Au plaisir de répondre aux questions, interrogations, si on a les réponses. Tout est clair, limpide? Personne? De toute façon, il reste 1 minute 10, donc il y a le temps pour une question. Bonjour, Nila Tiberinck, directrice de mission à la French Tech Pays Basque. Donc, je viens de Biarritz, avec des difficultés de la tempête, mais je suis là, je suis contente. Merci beaucoup pour vos interventions. Est-ce que vous avez vu une évolution ces derniers temps par rapport à la situation géopolitique sur laquelle on est soumise, notamment la guerre en Ukraine, etc. Est-ce qu'il y a, et maintenant Israël, est-ce que vous voyez des évolutions par rapport aux investissements ? Alors, sur la guerre en Ukraine, oui, on a eu un petit impact puisque nous, sur les fonds qu'on propose, ce sont des fonds très diversifiés avec un millier de sociétés en portefeuille. Donc, il y en a certaines, très limitées, qui avaient une exposition à l'Ukraine, ou bien par des filiales, ou bien par des activités commerciales très limitées. Donc, on a fait vraiment l'exercice d'analyse bottom-up, de dire c'est qui a une exposition directe ou indirecte à l'Ukraine, et c'était très limité. Donc, au niveau des solutions que nous on propose, Bpifrance et les fonds entreprises, très limités. Par rapport, on va dire, au contexte géopolitique plus général, moi je dirais, et je vous passe la parole, ça peut avoir un impact sur le moral des investisseurs en disant on va peut-être retarder une décision d'investissement sur un actif risqué, non coté long terme. Donc ça peut avoir un impact sur les allocations immédiates et sur un temps de réflexion qui est plus long et donc par conséquence des levées un peu plus longues. Oui, pour compléter ce que dit Gorka, il y a eu un impact sur toute l'économie mondiale, en fait, aussi bien pour la guerre en Ukraine que pour ce qui s'est passé au Proche-Orient, et ça continue. Donc nous, on n'est pas déconnectés de l'économie, donc forcément, les entreprises, elles peuvent être touchées par les problématiques de prix de l'énergie, des problématiques de difficultés liées au trafic commercial en mer Rouge, par exemple. Enfin, il y a eu beaucoup de problématiques comme ça. Globalement, elles sont quand même assez résilientes, donc c'est plutôt des soubresauts, mais quand on regarde à long terme, tout ça s'est lissé et il peut y avoir des difficultés ponctuelles, évidemment, il y en a eu notamment sur les prix de l'énergie pendant la guerre en Ukraine, mais globalement, c'est pas un facteur. C'est un facteur parmi d'autres. Et de toute façon, on est dans un monde où il y a des crises permanentes, donc il va falloir s'habituer. Moi, je peux juste témoigner sur les particuliers. Alors, sur les particuliers, ce qu'on remarque dans les réunions, donc on organise des réunions plus avec des sociétés cotées, de grandes sociétés cotées. Alors effectivement, les investisseurs particuliers posent des questions tout à fait pertinentes sur difficultés d'approvisionnement, contrats qui pourraient être retardés. Donc c'est vraiment des questions stratégiques. En revanche, les investisseurs particuliers, c'est des investisseurs longs, sur le long terme. Je pense que ça, c'est vraiment important aussi pour le développement du private equity, traditionnellement. Donc ils sont là. Mais ils se posent les bonnes questions. Absolument. Merci. On va clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup à tous les intervenants et à l'année prochaine.